Deuxième partie, Genèse et visage du monde moderne. Citation du Voluspa 44. Le sage connaît beaucoup de choses. Il prévoit beaucoup de choses. Le déclin du monde, la fin des âges. Autre citation de Bohème dans Aurora. Je vous révèle un secret. Voici le temps où l'époux couronnera l'épouse. Mais où est la couronne? Vers le nord. Et d'où vient l'époux? Du centre, où la chaleur engendre la lumière et se dirige vers le nord, où la lumière devient resplendissante. Or, que font ceux du midi? Ils se sont endormis dans la chaleur, mais ils se réveilleront dans la tempête, et parmi eux, beaucoup seront épouvantés au point d'en mourir. La méthode adoptée dans la première partie de cet ouvrage présente, par rapport à celle que nous suivrons désormais, une différence qu'il importe de bien mettre en lumière. Dans la première partie, nous nous sommes placés d'un point de vue essentiellement morphologique et typologique. Il s'agissait surtout d'extraire de témoignages divers les éléments permettant le mieux de préciser dans l'universel, donc supra-historiquement, la nature de l'esprit traditionnel et de la vision traditionnelle du monde, de l'homme et de la vie. Il n'était donc pas nécessaire d'examiner le rapport existant entre les données utilisées et l'esprit général des diverses traditions historiques dont elles dépendent. Les éléments, qui dans l'ensemble d'une tradition particulière et concrète ne sont pas conformes au pur esprit traditionnel, pouvaient être ignorés et considérés comme sans influence sur la valeur et le sens des autres. Il ne s'agissait pas non plus de déterminer dans quelle mesure certaines positions et certaines institutions historiques étaient traditionnelles dans l'esprit ou seulement dans la forme. Notre propos sera désormais différent. Il consistera à suivre la dynamique des forces traditionnelles et anti-traditionnelles à travers l'histoire, ce qui exclut la possibilité d'appliquer la même méthode, à savoir d'isoler et de valoriser, en raison de leur traditionnalité, certains éléments particuliers dans l'ensemble des civilisations historiques. Ce qui comptera à l'avenir et constituera l'objet spécifique de cette nouvelle approche, ce sera au contraire l'esprit d'une civilisation déterminée, le sens selon lequel elle a fait agir d'une façon concrète tous les éléments compris en elle. La considération synthétique des forces remplacera l'analyse visant à dégager les éléments valables. Il s'agira de découvrir la dominante des divers complexes historiques et de déterminer la valeur de leurs différents éléments, non pas dans l'absolu et dans l'abstrait, mais en tenant compte de l'action qu'ils ont exercée sur telle ou telle civilisation envisagée dans son ensemble. Alors que dans la première partie nous avons procédé à une intégration de l'élément historique et particulier dans l'élément idéal, universel et typique, il s'agira donc maintenant d'intégrer l'élément idéal dans l'élément réel. Plutôt que d'utiliser les méthodes et les résultats de l'historiographie critique moderne, cette intégration se fondera essentiellement, comme dans le premier cas, sur un point de vue traditionnel et métaphysique, et sur l'intuition d'un sens qui ne se déduit pas des éléments particuliers, mais que l'on présuppose et à partir duquel on peut saisir et mesurer leur valeur organique, ainsi que le rôle qu'ils ont pu jouer aux différentes époques et dans les diverses formes historiquement conditionnées. Il pourra donc arriver que ce qui a été omis dans la première intégration figure au premier plan dans la seconde, et inversement. Dans le cadre d'une civilisation donnée, certains éléments pourront être mis en lumière et considérés comme décisifs, alors que dans d'autres civilisations, où ils existent aussi, ils devront être laissés dans l'ombre et considérés comme négligeables. Pour une certaine catégorie de lecteurs, ces précisions ne seront pas inutiles. Envisager la tradition en tant qu'histoire après l'avoir envisagée en tant que super-histoire comporte un déplacement de perspective. La valeur attribuée aux mêmes éléments se modifie. Des choses qui étaient unies se séparent et des choses qui étaient séparées s'unissent, selon les fluctuations de la contingence inhérente à l'histoire.